En 2002, on a eu l'immense bonheur de découvrir la plus grande colonie de hérons agamis dans la réserve naturelle des marais de Koroura, entre 1500 et 2500 couples, au cœur de la savane angélique, une zone intégralement protégée mais extrêmement difficile d'accès puisqu'on n'y accède qu'en hélicoptère. Le héron agami, c'est une des plus belles espèces de hérons au monde. Un magnifique héron appelé également porte-épée, dans la mesure où il a un bec extrêmement long et qui est paradoxalement l'espèce la moins connue du continent américain. C'est une espèce extrêmement discrète, à tendance plutôt nocturne, qui utilise les petites criques et les petites rivières forestières pour ses besoins en alimentation. Aucune étude réelle n'a été réalisée sur cette espèce, puisque par ailleurs dans le monde, il n'était connu que 4 ou 5 colonies reproductrices de quelques dizaines d'individus et qu'elles n'ont pas fait l'objet d'études vraiment approfondies. La question aussi fondamentale est de savoir d'où viennent ces oiseaux. Est-ce que les marais de Koroura drainent des individus, des oiseaux venant des pays voisins, du Suriname, du Guyana, du Brésil, pourquoi pas de plus loin, on n'en a absolument aucune idée. On a besoin aujourd'hui de savoir d'où viennent ces hérons, où est-ce qu'ils vont se nourrir pendant la reproduction et pendant l'élevage des poussins, et également après où est-ce qu'ils partent, puisqu'ils disparaissent totalement des marais de Kau, en tout cas de la colonie de reproduction. On va équiper une petite dizaine de hérons agamis grâce à une technologie Argos qui va nous renseigner sur tous ces mouvements totalement inconnus. Si on est tout à fait confiant sur le maintien a priori de cette colonie dans la réserve des marais de Koroura, dans la mesure où c'est un espace inaccessible, protégé par l'outil réserve, l'oiseau lui-même est une espèce protégée, on a par contre beaucoup d'interrogations sur son statut à l'extérieur de cette réserve naturelle. C'est-à-dire que lorsqu'ils quittent la colonie de reproduction, ils arrivent, ils fréquentent, ils utilisent des sites qui sont eux soumis à tout un tas de différentes menaces et de pressions humaines. Et on a besoin aujourd'hui de savoir où ils vont précisément, quelle faciès de petites criques ils utilisent précisément, pour pouvoir apporter tout un tas de recommandations, notamment pour les activités minières, pour les activités de tourisme, pour les activités d'aménagement en général. En tout cas, donner l'information, donner des recommandations à travers un plan de conservation de l'espèce, donner l'information de l'utilisation de l'espace par cette espèce, et que donc, encore une fois, comme c'est bien souvent le cas, il y a nécessité de ce partage de l'espace, à la fois entre activités économiques nécessaires, mais à la fois aussi le souci de la préservation de l'espèce. Je vous propose donc de nous retrouver régulièrement sur ce site internet dédié, à travers des supports vidéo, mais également des supports photographiques et des dessins naturalistes qui illustreront l'avancée des travaux au quotidien, au jour le jour, sur l'ensemble des actions de ce programme Life+. La mare où se reproduisent les hérons agamis se situe au cœur de la réserve naturelle des marais de Koroura. Elle est inaccessible à pied ou en bateau. Un carbet flottant y a été installé pour permettre le séjour des scientifiques. Cette colonie qui a été découverte récemment est de loin la plus importante pour ce héron dont on ne connaît à peu près rien. Pour mettre en place des plans de conservation, cette étude doit répondre à une question primordiale. Que font ces oiseaux en dehors de la reproduction? L'utilisation de balises Argos devrait apporter quelques réponses. Le but de cette mission, c'est d'équiper 3 individus adultes de hérons agamis avec des balises Argos. Donc on va équiper avec 2 types de balises différentes pour pouvoir étudier leur biologie et leur écologie. Et cette première année, c'est l'année test, c'est-à-dire qu'on va tester 2 types de balises différentes. Le premier type, c'est des balises qui fonctionnent sur batterie, qui sont les plus grandes. Et la dernière, c'est une balise qui a des petits panneaux solaires et qui fonctionne à l'énergie solaire. Donc pendant cette année, on va voir laquelle des 2 techniques est la plus efficace sur le comportement et le milieu de vie du héron agami pour pouvoir après l'année suivante équiper les 5 autres individus avec le type de balise qui sera le mieux adapté. Première opération pour l'équipe du GEPOG, la pose des filets.
Ils sont accompagnés par Jan, qui est venu des Pays-Bas pour fixer les balises Argos sur le dos des hérons, à l'aide de harnais spéciaux conçus pour les oiseaux. We made this harness especially flexible for the birds, so that they can behave better, and also, for instance, around the neck, that they can eat large prey. They have no problems with eating it, and also moving their wings. It's more easy for them. La pose des filets aura pris presque toute l'après-midi. En plein jour, les chances de capture sont faibles. Il faut attendre le soir et le retour des parents partis chercher de la nourriture. La nuit tombée, les ornithologues retournent au filet. Bonne surprise, 5 hérons ont été pris et les scientifiques auront le choix des 3 individus qui les équiperont de balises. Le lendemain matin, les oiseaux capturés sont bagués. 584 951. Les connaissances sur les hérons agamis sont tellement faibles que chaque manipulation peut apporter des informations nouvelles. 87. Les données biométriques sont soigneusement relevées. Quelques plumes prélevées permettront d'analyser l'ADN de chacun des oiseaux. Là, ça va permettre en fait de savoir précisément, après analyse, si c'était bien un mâle ou une femelle. Ça va nous permettre de les sexer. Pour l'Argos, c'est important qu'on sache si c'est des mâles ou des femelles qu'on a balisés. Les hérons agamis semblent se nourrir principalement de poissons de petite taille. Là, on a stocké un adulte de héron agami en carton pour qu'il soit un peu plus à l'aise avant le bagage. Et ce qui arrive souvent, c'est il est trop stressé et donc il régurgite. On va récupérer l'intégralité du régurgitat et on va essayer d'analyser les espèces de poissons. Et avec les espèces, on pourra savoir exactement le biotope, l'habitat, là où il se nourrit. Et ça donnera énormément d'informations d'un point de vue écologique sur le héron agami. Une fois tous ces relevés effectués, la pose des balises peut commencer. Jan a emmené avec lui différentes tailles de harnais. Pour garantir le confort et la sécurité de l'oiseau, harnais et balises doivent être parfaitement positionnés. Après la valise solaire, c'est au tour des balises à batterie d'être posées. Celles-ci n'émettront que pendant 1 an, mais sont assurées de fonctionner même sous le couvert des arbres. Je crois que j'ai compris le principe. Les 3 hérons agamis sont relâchés à proximité de l'endroit où ils ont été capturés. Ce sont 2 mâles et une femelle dont les déplacements devraient pouvoir être suivis par satellite. Ces 3 hérons portent désormais des noms: Elliot, Patapon et Origami. L'équipement des 8 hérons agamis avec des balises Argos avait 2 objectifs principaux. Le premier, c'était de voir les zones qui étaient utilisées par les individus pendant la saison de reproduction, donc pendant qu'ils sont sur la colonie. Et le deuxième objectif, c'était de pouvoir suivre les individus et leurs déplacements après la saison de reproduction où ils disparaissaient littéralement de la colonie et des alentours pour voir un peu où ils allaient pendant cette saison-là. Par rapport au premier objectif, donc on a pu suivre en détail 3 individus et on a pu faire une cartographie de ce qu'on appelle le domaine vital. Donc là, on a fait une carte avec les 3 oiseaux qu'on a pu suivre pendant la saison de reproduction. Donc c'est le fameux Elliot, canne à pêche et le mâle qui s'appelle Marco. Donc on a une couleur par oiseau avec en rouge, le point rouge c'est la colonie de reproduction. Et donc on voit que les domaines vitaux s'étalent autour de cette colonie dans des zones différentes. Et on a pu calculer que chaque oiseau utilise entre 100 et 200 km² autour de la colonie pendant cette saison-là, ce qui est un chiffre assez élevé par rapport à d'autres hérons, notamment sur d'autres continents.
Mais il faut savoir que les données utilisées, qui sont des données Argos, tendent à surestimer un peu la taille du domaine vital. Donc on peut supposer que c'est un peu plus petit que ça quand même. Voilà, et donc on a superposé ça avec une cartographie des habitats, donc des types de milieux. Et on sait maintenant qu'ils utilisent principalement des marais, des forêts marécageuses et des mangroves sur le littoral pendant qu'ils sont sur la colonie. En combinant les données pour tous les individus, on peut créer un deuxième type de carte, c'est la carte ici. C'est ce qu'on pourrait appeler la carte des zones utilisées par la colonie. Donc on additionne les domaines vitaux de tous les oiseaux qu'on a pu suivre et on se retrouve toujours avec le point rouge ici qui est la colonie. Les zones en orange qui sont un peu le cœur du domaine vital, donc là où les oiseaux ont le plus tendance à aller, et en bleu tout ce qui prend toutes les autres zones qu'ils utilisent. Donc on n'est pas forcément représentatif vu qu'on n'a que quelques individus suivis, mais ce serait l'objectif final, c'est d'avoir un peu les zones de la colonie dans sa globalité. La grande surprise du programme, ça a été au moment où les oiseaux ont quitté la colonie et on les a suivis en saison hors de la saison de reproduction. On pensait suivre des individus qui se déplacent plutôt localement dans une aire autour de la colonie. Et en fait, on s'est retrouvé plutôt avec des oiseaux qui étaient capables de faire plus de 1000 km et de traverser des frontières. Donc on se retrouve dans une configuration à l'opposé de ce qu'on s'imaginait au départ et avec des comportements très diversifiés entre les individus. Alors déjà, il faut savoir qu'ils ne migrent pas tous. On a un individu qui est resté sur les marais de Caux jusqu'à ce que sa balise arrête d'envoyer des signaux. Et pour ceux qui migrent, ils partent tous à des dates différentes, dans des directions différentes, avec des destinations différentes et des dates d'arrivée différentes. Donc ils ont quand même un comportement assez diversifié. Ce qui les relie, c'est qu'ils migrent tous le long de la côte atlantique, que ce soit vers l'est ou vers l'ouest. Donc on n'a pas d'oiseaux qui s'en vont vers l'intérieur de la Guyane. Ils font entre 200 et plus de 1200 km, donc soit jusqu'au Venezuela, soit ici à l'autre bout jusqu'au Brésil. Et chaque oiseau qu'on a pu suivre assez longtemps avec une halte migratoire relativement longue, vu qu'il reste entre 24 et 64 jours à un endroit, qui sont ici avec les points noirs. Donc les deux choses qui les relient, c'est la côte atlantique et les points noirs. Par contre, on sait, en tout cas en Guyane, qu'on continue à observer des hérons agamis hors saison de reproduction, que ce soit sur la côte, dans les marais de Caux ou à l'intérieur même de la Guyane, on continue à avoir des données. Donc maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qui peut expliquer ça? Par exemple, on pourrait avoir deux populations différentes, une population qui migre, avec la colonie des marais de Caux, d'autres populations à l'intérieur de la Guyane qui ne migreraient pas. Ce serait ça plutôt l'objectif futur post-life d'étudier ces choses-là. La deuxième grande découverte, c'est qu'on a une colonie ici en Guyane française qui draine des individus qui s'étalent sur quasiment toute la largeur de l'aire de distribution de l'espèce. Donc les colonies deviennent des endroits de conservation d'importance à l'échelle du continent pour maintenir l'espèce. Au début, le plan de conservation qu'on devait écrire à la fin du programme devait être à l'échelle de la Guyane avec les partenaires locaux. Et vu les résultats de migration qu'on a pour l'espèce, le plan de conservation a pris plus d'ampleur. On a donc écrit ce plan de conservation avec les partenaires des pays voisins et même au-delà de l'aire de distribution. Donc avec les partenaires de Guyane, du Suriname, du Brésil, du Venezuela, du Pérou et du Paraguay, mais aussi du Costa Rica, des États-Unis, de métropole et des Pays-Bas. Le héron agami, il y a eu plusieurs succès. Le premier, c'est d'avoir testé pour la première fois des techniques de suivi Argos en milieu tropical, donc des choses qui n'avaient jamais été faites auparavant, et du coup de pouvoir avoir un peu des conclusions sur les capacités techniques de ce genre de matériel. Et du coup, on va pouvoir aussi faire des recommandations pour des projets futurs ou pour d'autres acteurs. La deuxième réussite, c'est d'avoir accumulé pour la première fois des connaissances inédites sur cette espèce, qui sont des bases nécessaires pour la mise en place
d'actions de conservation. Et la troisième, c'est le travail qu'on a pu faire avec les pays voisins, c'est-à-dire de réussir à étendre le projet de la Guyane vers les pays qui regroupent un peu l'aire de distribution de l'espèce et de s'étendre en Amérique du Sud pour la rédaction commune du plan de conservation. Une dernière chose, c'est que pendant le projet, il a été monté une chose qui n'était pas prévue au départ, c'est que le fait de travailler avec tous ces partenaires, ça a créé une dynamique qui a fait qu'on a décidé ensemble de créer un groupe de travail sous le chapeau de l'UICN et du groupe de spécialistes sur les hérons qui s'appelle Héron Conservation, qui va continuer à vivre post-life et dont je vais rester la coordinatrice et qui va permettre de coordonner tous les acteurs des différents pays qui ont des colonies et de pouvoir monter des actions communes et suivre l'espèce de façon homogène.